Alors il y en a plein des bons luthiers, mais je veux dire, en France, il y a quelques luthiers comme ça qui font vraiment référence. Et je sens quand je parle avec des luthiers de ton travail, et alors je sais que toi, tu es quelqu'un d'humble et droit dans tes bottes, mais qu'est-ce qui, dans ton travail, à ton avis, peut avoir aussi soit influencé certaines personnes, soit que ces personnes se disent ah ben voilà, Fred Ponce, on voit ce qu'il fait, il le fait bien. Ça c'est difficile comme question. À part ton âge, hein, je veux dire. Voilà, c'est ça. Essentiellement 30 ans de bons et au service. Tu crois que cette recherche là, au service de... Oui, bon, je vais dire une banalité, au service de la musique. En fait, alors tu parles des Tao, on va plutôt partir de ça. J'adore le travail de Serge et John, et tu vois, enfin, rien n'était prémédité dans notre discussion. Je suis très très fan de leur créativité, inventivité. Alors ils font que des guitares électriques, et c'est typiquement ce genre de luthier artiste à la frontière de justement l'artiste et du super artisan d'art qu'on doit être, qu'on doit tous chercher à être. Et c'est exemplaire parce que il y a une limite à trouver. On est à la fois des créatifs dans notre métier. Alors je pense que ça fait partie de l'image que je dois avoir. On me le dit régulièrement, donc je peux quand même le dire. Voilà, on reconnaît ta patte, on reconnaît un peu ton style et tout ça. Donc il y a quelque chose de créatif. Mais il ne faut quand même pas qu'on se prenne pour des artistes. Et c'est vrai, c'est très sincère ce que je dis. On est avant tout quand même des artisans au service de la musique, au service des musiciens. Ceux-là sont éventuellement des artistes. Pas tous d'ailleurs. Il y a des musiciens qui sont des ouvriers de la musique. Mais voilà, ils sont quand même dans une posture artistique totale la plupart du temps, parce qu'ils partent d'une page blanche, ils sont capables de faire quelque chose de rien. Et quelque chose de totalement éphémère. Et encore une fois, je suis bien placé pour le savoir, parce que je vis avec une artiste. Donc je sais ce que c'est que la posture d'un artiste qui part d'une toile blanche, ou d'une page blanche s'il est poète ou écrivain, et encore une fois d'un musicien. Tandis que nous, on fabrique des objets, quoi. On fabrique des outils à faire de la musique. Donc, cette humilité dont tu parles, il faut l'avoir. C'est hyper important de ne pas quand même se monter le bourrichon et commencer à pleurer parce que personne ne vient acheter nos guitares. Non, si personne ne vient acheter des guitares, fais des guitares qui font de la musique, qui sont d'un prix raisonnable pour la qualité et la quantité de travail qu'il y a dessus. Et si elles ne plaisent pas, soit tu fais celle qui conviendrait au public, soit t'arrêtes. C'est super dur de dire ça, mais je peux me permettre de le dire parce que c'est vrai que je continue de prendre le risque de faire des choses qui ne sont pas dans une norme. C'est un choix, mais c'est plus qu'un choix, c'est presque une nature première. C'est-à-dire que je ne sais pas bien, et je ne sais pas dans mon tempérament que de faire des copies. Donc il y a des gens qui le font super bien, et je préfère leur laisser le faire. Donc moi je prends mes modestes risques, je sais que ça n'est pas... je ne vendrai pas des guitares à la terre entière. J'en ai pris mon parti, puis c'est pas un but. Ouais. Aujourd'hui, j'en fais 10, 15 par an, elles se vendent. C'est très bien comme ça. Et voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, parce que ce que je vois dans ta démarche, il y a de l'humilité, il y a une espèce de voilà, comme je te disais, droit dans ses bottes, c'est comme ça, je fais comme ça, je suis là, je fais ce que je peux, mais ce que je fais, je le fais bien, je m'applique, etc. Et puis il y a aussi, je pense que c'est des gens comme toi, mais bon, c'est que mon avis, mais je pense que c'est des gens comme toi qui sont à la lisière entre une immense créativité. Moi, je vois des formes que tu proposes et ce dont on parle là, sur le son, sur les recherches de matériaux, sur tout ce dont tu viens de parler. Je trouve que c'est vraiment les gens comme toi qui sont vraiment en contact avec la matière artistique et aussi qui ont cette folie qui peuvent être créatifs dans leur domaine, qui font vraiment avancer les choses, en tout cas qui permettent de trouver des choses. Par exemple, je vois la guitare qui est là, qui est une autre guitare. En fait, c'est surtout pour te parler des lignes. Tu vois, moi je vois ça, je vois la façon dont tu peux briser les lignes parfois. Toi, je sais pas si tu vas dans un musée, tu kiffes sur quoi ? C'est quoi c'est Picasso, c'est quoi en fait, il y a des graphiquement. Je suis pas un super grand fan. J'ai vu l'expo Picasso à Landerneau cet été ou l'été dernier avec Nat. On est allé voir ça.
Ce que j'ai adoré, c'est sa dernière période. C'est sa période quand il avait 90 ans. Ouais, Et ça, je trouve, c'est une très très belle leçon. Il est passé par plein de choses, et des choses même très très chiantes, artistiquement. On sait, Picasso, très très bon dessinateur, incroyable, quoi. Enfin, quand on découvre ce qu'il faisait à 16-18 ans et tout. Bon, voilà, mais très bien, ça explique que quand même ça part pas de rien, c'est pas juste un fada qui a déstructuré. Après, il déstructure énormément. Et je dirais pas qu'à la fin de sa vie, il restructure, mais par contre, c'est d'une telle puissance, liberté, folie, mais gérée, enfin que voilà, c'est un aboutissement, et ça c'est vachement beau, quoi. On peut ne pas aimer le personnage et tout ça pour plein de raisons, mais en tout cas, voilà. Bon, après, je suis un peu monomaniaque, moi j'adore les luthiers, il y en a plein aujourd'hui. J'étais super content, alors j'ai déjà parlé de ma relation avec Ken Parker, qui est un ami, mais un héros, que je revois régulièrement. On s'est vu là il y a quelques mois quand je suis allé faire le salon de Woodstock avec lui sur la même table et tout, c'était bon. Et puis j'ai croisé Steve Klein, qui était pour moi aussi dans les années 70-80, quand j'étudiais la lutherie à Londres dans les débuts des années 80, c'était mon héros, quoi. Steve Klein, ce qu'il faisait, la manière dont il déstructurait lui aussi la guitare, le barrage avec Kasha. Enfin, tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir fait énormément depuis, tu vois. Je le fais à ma sauce. Mais ces mecs-là sont des précurseurs. Enfin, ça t'a inspiré, quoi. Ils ont déblayé, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, c'est des Américains. Et bizarrement, d'ailleurs, le public américain, le public guitariste, est quand même, malgré tout, très conservateur. Alors ça, c'est une question aussi... assez rude pour nous, donc tu poses la question de comme la notoriété. On a souvent le sentiment, là je vais être assez sincère, je dis parce que je partage un peu cette position-là avec quelques luthiers qui ne veulent pas céder et qui continueront de faire à la fois très humblement le travail qu'on vient nous demander de faire, et en même temps de continuer à assumer une envie de proposer quelque chose de toujours un peu nouveau. Mais en sachant que commercialement, finalement, c'est certainement pas la meilleure des positions, la plus confortable. Ça peut l'être dans le domaine de l'automobile ou de la planche à voile ou de donc c'est une certaine forme de courage et de position. De certaines prises de risque. Là, comme les artistes peuvent l'avoir, effectivement. Là, comme un musicien peut l'avoir, dans la mesure où c'est sincère et que c'est pas une posture, pseudo-culturelle, je sais pas trop quoi. Là-dessus, on a un peu... Il y a des points communs entre les métiers. Carrément, ça, bien sûr. Et de toute façon, c'est pas pour rien qu'on se rencontre entre guitaristes et fabricants et facteurs de guitare, luthiers, justement, dans ces zones-là humaines. Autour du projet. Et qui a souvent des partenariats, du coup, moi j'appelle ça des coproductions même d'instruments, qui sont l'aboutissement de cette rencontre qui fait que, ok, il y a une confiance qui s'est installée, on est conscient de la prise de risque, on sait que... Mais on est des grands garçons, on sait qu'on va pas se faire des procès après, dis donc... c'est le jeu. Ça sonne pas comme vous voulez, mais dis donc, tu la joues pas comme t'avais dit. C'est ça, on est bien d'accord. Ça sonne pas comme Clapton, mais... Et qu'est-ce que je voulais dire au début, j'étais parti... Oui, c'est ça, et que finalement, la toile de fond de tout ça, et c'est pour ça qu'il faut rester dans ces niches où on est, la toile de fond, c'est que le mainstream de la consommation de guitare, aux États-Unis, comme en Europe, comme probablement au Japon, en Asie et ainsi de suite, il est consommateur de choses ultra traditionnelles. À la fois ce phénomène du vintage qui nous sort par les trous de nez, par les yeux. Il suffit d'aller voir un concert pour se rendre compte à nouveau que 100%, à peu de choses près, ou en tout cas 99,8% des guitares jouées par les groupes et les artistes sont des guitares qui valent aussi cher que les nôtres, ou plus cher que les nôtres, mais qui ont 30 ans ou 40 ans. C'est ce qui m'a fait rester à l'écart, pas quitter, parce que je suis jamais rentré. J'ai commencé par la lutherie quatuor. Il y a plus de 30 ans, j'ai fait un apprentissage chez un luthier quatuor, et j'ai tout de suite compris qu'en fait, les clients de ces luthiers quatuors ne jouaient depuis des décennies et des décennies que sur des objets, des violons qui avaient
minimum 100 ans, voire 200 ans, s'ils pouvaient se le permettre. Je ne parle même pas d'un Stradivarius, mais même un vieil italien ou un vieux français. Et je me disais, mais c'est quand même bizarre, quoi. Ces mecs-là, ils font... Alors, d'accord, ils font de la musique classique, dans des costumes, un peu que de pied et compagnie, mais ils n'ont pas envie d'essayer les instruments que jouent les mecs d'aujourd'hui, que fabriquent les mecs qui peuvent toucher, rencontrer. Et parfois c'est pas pour le son, puis parfois c'est pour une posture. Ouais, c'est pour l'esthétique, enfin ce qu'on appelle la guitare ou l'instrument costume. Ouais, c'est ça. Là, le violon costume. Mais alors, ça c'était une réalité d'il y a en tout cas une trentaine d'années. Et j'entends par mes amis, j'en ai quelques-uns luthiers quatuors, que c'est presque c'est en train d'évoluer dans le bon sens. Et bravo. Il y a des jeunes violonistes. Moins jeunes, mais qui vont se faire fabriquer des violons et qui jouent des violons de jeunes luthiers, ou moins jeunes luthiers, encore une fois, contemporains. Bravo. Alors, ils ont toujours des looks de Stradivarius, des finitions, des vernis et tout ça, mais on est en train de déboulonner ce mythe qu'il faut à tout prix que l'objet ait 200 ans pour bien sonner, 300 ans.